Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va faire le bilan de mon mois de septembre qui a été assez automnal au niveau de mes lectures. Alors je m'excuse tout de suite pour la catastrophe de mes cheveux, je dois aller chez le coiffeur mais l'argent n'est pas là donc je suis désolée, ils sont un peu... Je vous rassure, et c'est juste que je viens de les laver donc ils sont un peu fouillis et comme j'ai les cheveux frisés ça prend un temps fou et j'ai aucune mèche qui fait la même taille de cheveux. Donc voilà, après cette excuse sur mes cheveux, je vais vous parler de mes lectures du mois de septembre qui ont été relativement bonnes. Il y a eu une déception, si je me rappelle bien, je crois qu'il y a eu une seule déception qui a été vraiment pas terrible. Donc ma grosse déception de ce mois de septembre, c'est l'imprimerie des sorcières de Mochinchi et Yasuhiro Miyama aux éditions Soleil Manga. Et moi je m'attendais à du cocooning dans un univers d'imprimerie de sorcières, comme l'indique le titre en soi, avec une couverture assez mignonne, j'ai trouvé. Sauf que je me suis retrouvée non pas dans une imprimerie avec de la sorcellerie, de la magie à gogo et du cocooning pour l'automne, mais bien dans une convention assez... Une convention qui ressemblait aux conventions manga de notre monde, en fait. Et j'ai eu l'impression de me tomber dans le tome 2, ou tome 5 peut-être même, et non pas dans un tome 1. Donc en fait, pour vous expliquer un peu, c'est Mika qui est une jeune Okaku humaine qui tombe dans un monde. Alors déjà, heureusement qu'ils le disent dans le livre, enfin dans le résumé, parce que dans le manga, à part le moment où elle recherche à retourner chez elle grâce à un sortilège, et c'est pour ça qu'elle crée les conventions, à aucun moment on se dit que elle fait pas partie de ce monde-là. Vraiment, à aucun moment. Parce que on arrive, elle est bien adaptée, elle a des amis, elle crée des conventions qui marchent du tonnerre. Ça marche tellement bien qu'elle a besoin de vigiles, de soldats pour aider à contenir les gens, enfin pour l'aider à contenir les gens. À aucun moment on se dit qu'elle veut sortir de ce monde. Et en soi, si je m'attendais pas, si j'avais pas autant eu l'envie de lire un manga sur les imprimeries avec des petites sorcières en mode cocooning automne, c'est pas tant le côté convention qui m'a tant agacé, c'est plus le côté où il y a des moments où le personnage va tomber et la scène, la position est sexualisée, mais à un point. Il y a des blagues lourdes, sexuelles, c'est pas mon humour. Et c'est de l'humour vraiment trop lourd et perverse pour que ça soit drôle pour moi. Après, cela n'est que mon avis. Peut-être que vous allez aimer ce côté convention avec plein de découvertes sur la magie. Et vraiment, c'est un monde qui potentiellement a du potentiel. Parce qu'on a vraiment plein d'univers magiques. On a les nécromanciens, on a ceux qui peuvent guérir des gens, on a ceux qui peuvent construire, fabriquer. Il y a ceux qui peuvent donner des pouvoirs magiques assez humoristiques, assez amusants, on va dire. Ça peut être drôle, mais la manière dont c'est amené et les promesses qu'il y avait autour de ce manga ne sont pas du tout là. Et donc je me suis fiée aux avis Babelio. Quand je l'ai fini, je me suis dit, waouh, mais il y a un problème. Donc j'ai lu les avis Babelio et là je me suis dit, bah oui, pourquoi j'ai pas lu les avis Babelio avant? Parce que tout le monde a eu le même problème que moi, cette sensation d'être arrivé en plein milieu d'une histoire et qu'on nous explique rien. L'histoire commence, on ne sait rien. On ne sait même pas qu'est-ce qu'elle fait là, comment elle est arrivée là, on n'en sait rien. Voilà. Donc je sais pas si dans le tome 2 il y a plus d'explications sur le comment du pourquoi elle est là. Elle est arrivée dans ce monde magique qu'elle ne connaissait pas. Mais pour moi il aurait fallu peut-être les expliquer dans le tome 1. Donc voilà, je suis désolée d'avoir cassé ce livre, enfin ce manga. J'ai un truc dans l'œil. Je suis désolée d'avoir cassé ce manga avec mon avis très négatif, mais j'ai mis 1,5 étoiles, vraiment, tellement j'ai été déçue par ce manga. Et s'il n'y avait pas eu autant de scènes perverses avec des allusions aussi obscènes, j'aurais peut-être mis un 3 étoiles, un 2-3 étoiles ou 2,5, mais là non, trop de perversion pour rien. J'ai lu Paix à mon âme de Sweeney Boo aux éditions Hachette et j'ai l'impression de déjà vous en avoir parlé. Je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai l'impression de vous en avoir déjà parlé. Peut-être que c'était pour ma palle du Punking Autumn Challenge. Potentiellement, je vous en ai parlé à ce moment-là. Donc, ce manga webtoon, parce que on est plus un peu sur du webtoon, je pense. Je me suis pas informée. Et donc, on suit Abigail qui est à l'académie
de sorcellerie de Yun Witi, je ne sais pas comment ça se prononce. Et tout bascule le jour de la célébration de Samen, je crois que ça se dit comme ça. Et parce que Norine, sa sœur de cœur, va disparaître. Et donc on va se retrouver avec Abigail qui va tout faire pour retrouver Norine parce elle a l'impression que personne ne fait rien, que l'université ne cherche pas cette pauvre fille qui a disparu dans cette forêt étrange parce qu'il y a une légende autour de cette forêt où il y a un monstre qui érode et donc aucun élève n'a le droit d'y aller. Et donc on va se retrouver avec Abigail qui va essayer de percer les mystères de cette université et de ses professeurs assez cachotiers, on va dire, qui ont des secrets qu'ils ne veulent absolument pas révéler et donc ils veulent garder leurs secrets enfuis, on va dire, et ils vont essayer d'empêcher Abigail de rechercher son amie. Et il y a vraiment beaucoup de petits clins d'œil à Harry Potter. Il y a un moment, spoiler, attention spoiler, mais c'est vraiment pas très intéressant non plus. Enfin, c'est pas un spoiler immense. C'est juste à un moment, il y a une scène où Abigail, avec ses amis, va devoir aller se promener dans l'université la nuit et c'est interdit de s'y promener la nuit. Et donc sa pire ennemie, Violette, je crois qu'elle s'appelle comme ça, va aller les dénoncer à la directrice en disant à la directrice, il y a Abigail et ses amis qui se promènent dans l'université la nuit et vous allez voir la scène d'Harry Potter. Si vous avez lu et vu Harry Potter, vous allez comprendre de quelle scène je parle. Et la directrice va dire à Abigail et vos amis et tes amis, vous allez être punis. Et Violette, toi aussi, tu vas être punie parce que c'est bien de dénoncer, mais c'est pas bien de se promener la nuit. Et c'est littéralement la scène où Drago Malfoy dénonce Harry Potter, Hermione et Ron, et qui se fait punir aussi en même temps. C'est exactement la scène. Donc il y a beaucoup de clins d'œil Harry Potter. On est sur une école de sorcellerie, donc une école de sorciers, avec beaucoup de secrets, des professeurs qui ont des secrets et qui veulent pas les donner, des professeurs qui sont plus gentils que d'autres. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très Harry Potter, tout simplement. Mais c'était cool, vraiment c'était cool. J'ai mis une note de 3,5, donc j'ai trouvé ça cool. Ensuite, pour aller chez ma soeur, j'ai dû prendre le train et pour dans le train, j'ai pris un manga parce que je me suis dit que j'avais pas envie de commencer un livre dans le train, surtout que j'allais pas pouvoir le finir en 1 heure parce que c'était un train d'1 heure et j'avais déjà des livres commencés chez moi mais j'avais pas envie de me les promener dans mon sac parce que ça allait être un peu lourd et c'était juste pour 2 jours donc ça servait à rien. Donc j'ai pris un manga qui est tout sale maintenant que je vois, mais je crois que je l'ai acheté sale. Ça me déplaît. Enfin bref. Donc il s'agit de Le Voyage d'Ourselune, écrit par O aux éditions Le Renard Doré et je l'ai acheté parce que la maison d'édition s'appelle Le Renard Doré. Voilà, j'adore les renards, je suis fascinée par les renards. Mon tatouage, c'est littéralement mon chien qui ressemble à un renard, je sais pas si vous voyez. Enfin bref, donc je suis fascinée par les renards, c'est mon animal préféré à cause de mon chien qui était un Spitz roux. Voilà. Donc dans ce manga qui est très mignon, très doux, on se retrouve avec Ourselune et Corneille. C'est ça. Elle a pas de petit nom, la petite Corneille, elle s'appelle juste Petite Corneille, oui. Petite Corneille qui se retrouve en pleine nuit et qui se garde compagnie parce que... Pardon, je viens de mourir de rire parce que mon chat, enfin j'ai 3 chats, et mon plus petit chat, le plus petit, le plus maigre, Milo, vient de sauter sur Mocha qui est énorme. Mocha c'est énorme, il est vraiment très très gros comme chat et très... C'est un mâle dominant quoi. Et mon chat Milo a sauté sur Mocha et Mocha s'est allongé, comme ça en mode... Vas-y. Alors que c'est le plus gros, le plus lourd, le plus costaud. Bref. Donc on est, qu'est-ce que je disais? Donc on est sur Petite Corneille et Ourselune qui ont peur du noir et du coup ils se tiennent compagnie pendant une nuit très très sombre. Et du coup Petite Corneille va rester avec Ourselune, on va appeler l'ours Ourselune, parce qu'il s'appelle Ourselune parce qu'ici ça ressemble à une petite lune. Et donc Petite Corneille va essayer d'aider Ours à retrouver sa famille parce que Ours est le tout dernier ours de la forêt et il aimerait bien trouver des ours, des animaux de son espèce. Sauf que du côté où il est, il n'y a aucun ours. Les humains essayent de retrouver des ours, ils les en trouvent pas. Et Petite Corneille, elle va braver des tempêtes, elle va survoler des mers pour essayer de trouver les congénères de Petit Ours. On est sur un petit voyage vraiment très mignon, c'est très adorable, ça se lit tout seul. En automne, ça se lit, moi j'aurais peut-être préféré le lire en été, je pense. Les illustrations sont toutes douces, vraiment c'est très mignon. C'est
C'est plein de petits messages cachés sur la nature et tout ça, c'est très doux. Vraiment, je vous le conseille. Euh, J'avoue que il faut pas le lire d'une traite, après c'est personnel, mais j'ai voulu le lire d'une traite dans le train et j'ai commencé à m'ennuyer parce qu'il n'y a pas d'action, hein. C'est vraiment une trame d'histoire. On suit un ours et une petite corneille qui veulent retrouver des ours et on voit leur évolution, leur amitié qui naît, le fait qu'ils s'adorent, qu'ils s'apprécient, alors qu'elle c'est une petite corneille et lui c'est un ours. Normalement leur amitié ne devrait pas être, enfin ne devrait pas être. Ils ont le droit d'être amis, mais c'est pas dans l'ordre des choses qu'un ours soit aussi gentil avec une corneille. Et donc on a toute leur petite histoire, leur trame, leur, leur petite amitié peu commune, on va dire. Et c'est vraiment trop mignon, mais il faut le lire pas chapitre par chapitre, parce que en vrai, ils sont assez courts, mais je pense que partie par partie, en faisant une petite pause, enfin, c'est les. En fait, dans les chapitres, il y a des chapitres. Donc, il faut lire chapitre par chapitre, je pense. Et il y en a 4. Et vraiment, là, ça peut permettre de savourer l'histoire comme il se doit. Parce que moi, j'ai commencé à m'ennuyer vers le milieu. Et j'ai dû faire des petites pauses. Et c'est en faisant des pauses que j'ai appris à apprécier l'histoire. Enfin, ça m'a permis d'apprécier l'histoire correctement. Pour m'amuser, j'étais sur Nextory et j'ai voulu regarder les petits albums qu'il y avait. Mes chats, il y a des chats mes chats me font le bazar. Donc les petits albums qu'il y avait et j'arrivais pas à dormir, du coup je me suis enfilé pas mal de petits albums. Vous allez rire, vraiment vous allez rire, j'ai lu des albums mais pour enfants. Le premier album que j'ai lu, il s'agit de Popote, la petite crotte, de Olivier Dutot et de Maudet, aux éditions Les 400 coups, et j'avais déjà lu des albums de cette édition-là, et vraiment j'aime beaucoup. Là, on est sur Popote, la petite crotte, qui se balade dans la maison et on explique qu'elle est bien là, elle est bien ici, elle est bien par terre, elle est bien dans le fauteuil, elle est bien partout. Mais là où elle est le mieux, c'est dans son petit pot. Et donc, c'est un petit album qui peut apprendre aux enfants à devenir propres, en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment très mignon et très bien abordé. Donc, si vous avez un enfant en bas âge qui commence à devenir propre, je pense que c'est une lecture qui pourrait totalement lui plaire. Ce sera un bon petit moment à passer ensemble. Ensuite, j'ai lu Mocha, l'ourson a peur du noir. Et ça aussi, c'était un album jeunesse aux éditions Ozu. Que je lis que les romans aux éditions Ozu. Et là, j'ai essayé les albums. Et donc, on est à la veille de la nuit polaire, la nuit la plus longue de l'année. Mika, l'ourson, est terrifié. Dès que le soleil se couche, il a peur de tout, les ombres, les bruits, le vent, tous les frais. Heureusement, sa cousine a décidé de lui venir en aide en affrontant ses peurs une à une. Et là, on est sur le thème de la peur du noir. Alors moi, ayant 24 ans, j'ai toujours autant peur du noir. Cet album m'a pas permis de ne plus avoir peur du noir, mais ça peut potentiellement aider les enfants à comprendre que leur imagination est fertile et très créative dans le noir et que c'est grâce ou à cause de ça, qu'ils peuvent imaginer des monstres sous leur lit ou dans l'armoire ou que sais-je. Et j'ai trouvé que vraiment c'était un album très mignon et très bien fait pour comprendre pourquoi on a peur du noir et pourquoi notre imagination fait qu'on a peur du noir. C'était très intéressant, mais sachant que moi j'ai 24 ans et j'ai toujours aussi peur du noir. Mais en fait, j'ai peur du noir parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans le noir. On ne peut pas voir ce qu'il y a dans le noir, on ne voit pas dans le noir. Donc en vrai, c'est compréhensible d'avoir peur du noir. On ne sait pas ce qu'il y a, on a peur de ce qu'on ne voit pas. Ensuite, j'ai lu un album qui est vraiment très mignon et qui doit être lu par tout le monde. Vraiment tout le monde, il n'y a pas que les enfants. C'est Je suis riche de Angèle Delaunoy aux éditions Isatis, que je ne connaissais pas non plus. Et c'est un petit album où la petite fille, alors je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Béa, elle parle de richesse, mais pas la richesse monétaire. Elle dit aujourd'hui j'ai un toit, je suis riche. Même si j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir les vêtements que mes amis ont parce que mes amis ont peut-être plus d'argent que moi. J'aimerais avoir les nouvelles chaussures sorties, les nouveaux jouets à la mode qui sont sortis. Même si elle ne les a pas, elle se considère quand même riche parce qu'elle a un toit sur la tête. Elle a des parents aimants, elle a à manger tous les jours, elle peut aller se laver, elle a l'eau courante. Et vraiment, ce petit album, j'ai trouvé que c'était... Alors, je vais vous lire le résumé parce que vraiment, je pense que le résumé se suffit du lui-même. Cette riche... Ah non, Béa, c'est
une autrice. Ah oui, c'est une autre autrice. Il y a beaucoup d'autres. En fait, c'est deux auteurs. C'est Delonois et Béat qui parlent de richesse dans cet album. Cette richesse si évidente dans un pays comme le nôtre qu'on ne l'apprécie même plus. Elle nous permet cependant de vivre en paix, de faire des choix, de partager nos opinions, nos joies et nos peines. Sans être moralisateur, cet album constitue un excellent point de départ pour une discussion sur la vraie valeur des choses. Et je pense qu'on oublie assez souvent que quand on a soif, on a la chance de juste ouvrir le robinet ou d'ouvrir notre frigo, prendre une bouteille et boire. C'est déjà une richesse incroyable. La nuit, on dort dans un lit avec des draps chauds, avec un toit sur la tête. Peut-être le radiateur d'allumé, peut-être non, mais on a la chance d'avoir un toit. On peut s'asseoir et rien faire devant la télé, alors que d'autres personnes doivent travailler pendant des heures et des heures dans leur journée juste pour gagner un peu de nourriture. Ou d'autres personnes ont vu leurs rêves complètement détruits par la guerre. Et voilà, c'est bien de lire des ouvrages parfois qui nous rappellent à quel point on est riche d'avoir ce qu'on a et qu'il faut arrêter de vouloir plus que ce qu'on a sans réellement comprendre déjà tout ce qu'on a. Enfin, sans voir la valeur de ce qu'on a déjà. Voilà, c'était petit moment moralisateur. Ça fait toujours de bien de lire des petites BD pour les enfants, même quand on a 20 ans, même quand on a 50 ans, je vous le dis. Ensuite, de Angèle Delonois, du coup, puisque j'ai eu un petit coup de cœur pour Je suis riche, j'ai lu 9 mois aux éditions Isatis Otsi, et ces 9 mois, c'est l'histoire d'une attente, d'une rencontre qu'on le devine imminente. Bébé se niche dans le ventre de maman et prend peu à peu ses aises. Dansant, jouons et dormons, bien au chaud près d'un cœur qui bat déjà pour lui. Bébé ici, bébé de là-bas, bébé de toutes les mamans du monde, dans 9 mois il sera là. Et ça, j'ai trouvé que c'était un album très mignon. Alors, j'aurais peut-être aimé le lire quand j'étais enceinte, enfin, quand je serais enceinte, parce que j'ai jamais été enceinte, enfin, conjugué correctement. Mais je pense que lorsque je serai enceinte, je relirai ce petit album parce qu'il donne plein d'amour, enfin, il nous donne plein d'amour sur ce petit bébé qui est dans cet album. Alors, j'imagine que quand on est enceinte, on a encore plus d'amour pour les petits bébés. Donc, c'est vraiment un petit album très mignon. Voilà, c'est des albums que j'ai vus que sur Babelio, il y avait 3 auteurs, enfin 3 lecteurs, 53 lecteurs, 34 lecteurs. C'est vraiment pas des albums très connus. Mais si vous avez l'abonnement Nextory ou si vous avez une médiathèque à côté de chez vous, je vous conseille ces petits albums qui sont vraiment très touchants, très mignons et plein de vérité. Et maintenant, passons aux romans que j'ai lus pendant septembre. Alors, les romans que j'ai lus, ce fut pépite sur pépite. Je vous dis, la pire note que j'ai mis, ça a dû être 4 étoiles. Vraiment, ça a été des pépites. Le premier, c'est de délicieux enfants, de Flore Vesco, aux éditions L'École des loisirs. Alors, avant de faire un petit résumé, c'est un roman destiné aux enfants, aux jeunes enfants, mais un peu grand quand même. C'est pas de la lecture pour en dessous de 10 ans. Vraiment, je pense qu'il faut au moins avoir 13-14 ans pour lire ce roman, parce qu'il y a des scènes assez perturbantes pour les âmes sensibles. Enfin, je vais vous résumer et vous allez comprendre. On est sur la réécriture du Petit Poucet, mais sur une autre orientation, on va dire. C'est l'histoire d'un père et d'une mère qui s'en vont vivre dans les bois, seuls, solitaires, et qui sont en autosuffisance. Donc, ils travaillent, ils labourent la terre, ils se promènent dans les bois pour pouvoir manger, ils chassent, ils font de la cueillette, enfin bref. Ils sont en autosuffisance, ils n'ont pas besoin de la société ni de la ville pour pouvoir survivre. Et ils s'aiment d'un amour incroyable, vraiment très très fort, et de cet amour intense, naît 7 enfants. Donc 7 petites filles, ils ont eu 7 filles, ils n'ont pas eu de garçons, c'est 7 filles. Et donc on va suivre l'histoire de Poucet, ou Pucelle, alors il y a plusieurs noms qui vont changer au fur et à mesure de l'histoire, et on va juste se baser sur Poucet qui est une fille, là dans ce résumé, sinon c'est beaucoup de spoil sur ce qui va passer. Donc on va rester sur le nom de Poucet. Et donc cette petite fille est la seule qui est née fille unique, puisque avant, tous les enfants que Madame Pousset, on va appeler ça Madame Pousset, a eu, c'était des jumelles à chaque fois. Donc elle a eu ses enfants par paire. Et la toute dernière, qui est toute petite, chétive, menue, toute minuscule, elle est née toute seule. Et elle prend vraiment pas beaucoup de place comparée à ses sœurs qui sont bien plus costaudes et qui sont par deux et qui prennent beaucoup plus de place bruyamment. Voilà. Et donc on est sur l'histoire de cette réécriture du Petit Poucet, mais d'une autre variante, avec un jour des enfants qui vont toquer à cette
cette petite maison perdue dans les bois. Et ils vont se retrouver non pas avec 6 jeunes filles, mais avec 7 jeunes garçons en plus. Sachant qu'ils ont déjà beaucoup de mal à se nourrir et que le père commence à vriller sévère parce qu'il crève la dalle et que ses filles commencent à crever la dalle aussi, pardon. Ils se retrouvent avec 7 nouvelles bouches à nourrir. Et là, on va dire que l'histoire commence. Alors, pour ce qui est des trucs traumatisants que j'ai évoqué au début, en fait, c'est juste qu'ils abordent aussi la méconnaissance anatomique de l'autre. En fait, vu que c'est 7 jeunes filles et que c'est que des filles et qu'elles ont littéralement jamais vu leur père à poil, encore heureux, c'est logique, c'est normal, eh bien, elles ne savent pas ce que c'est le corps de garçon. Et lorsque les 7 garçons qui vont être recueillis par leurs parents, parce que bien évidemment, ils vont pas les mettre dehors alors qu'ils crèvent déjà de faim, mais bon, ils sont là, on va les adopter, c'est pas grave. Ça fait 14 enfants, mais c'est pas grave. Et je me rappelle plus si c'est 14 ou 12. Non. C'est bien 7 parce qu'ils sont nés par père et il y en a un de plus. Donc c'est bien 7, donc c'est bien 14. Et donc c'est le seul moment où soudainement Pousset va avoir une seconde personne parce que dans cette famille-là aussi qui vient d'arriver, dans ces enfants-là, c'est exactement le même schéma. Les 6 premiers enfants sont nés par père. Le 7e est né tout seul. Donc Pousset, la jeune fille Pousset, se retrouve avec Pousset garçon. Et c'est la première fois qu'il fonctionne par père. Et donc c'est pour ça que je veux en venir au fait qu'il y a des scènes qui sont assez traumatisantes parce que vous savez, dans le conte, il y a ce moment où l'ogre dévore des personnes, des personnages. Je vais pas aller plus loin si vous avez jamais lu le conte. Voilà. Les chats font un bazar. Et donc il y a cet aspect-là de à tel point ils meurent de faim qu'ils en sont venus au cannibalisme. Et les jeunes filles, elles en sont venues à avoir des idées un peu perverses de vouloir retirer le pantalon des garçons pour savoir ce qui s'y passe. Et il y a aussi des scènes de non-consentement explicites et implicites dans le roman. Alors il est magnifique, vraiment il est très très bien écrit. Ce qu'il dénonce c'est magnifique, c'est très bien fait, c'est vraiment beau. C'est vraiment un roman que je vous conseille pour cet automne parce que vraiment la réécriture est assez automnale. On a froid avec le queue. Je vous conseille de manger parce que vous allez avoir très très faim en même temps que vous allez lire. Donc vraiment c'est un roman que je vous conseille pour cet automne, pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je crois que je l'avais calé pour ça. Tout en ayant des connaissances de cause parce que je crois qu'il n'y a pas de trigger warning au début du livre. Et vu que c'est de l'école des loisirs, on peut se dire que non, c'est très petit, ça va être cosy à lire. Voilà, je préfère prévenir qu'il y a des scènes qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. J'avoue que moi, il y a eu certaines scènes de non-consentement, du coup, mais c'est assez implicite, explicite, ça se déroule pas vraiment, c'est raconté. Mais il y a eu des scènes où j'ai refermé le livre et j'ai fait ok, j'assimile, j'y retourne après. Voilà, donc je préfère prévenir. Je le conseille fortement, mais je préviens. L'un de mes gros coups de cœur de cette année, je pense. Je pense que oui, il y a 2 coups de cœur de cette année qui viennent d'être lus dans le même mois. Alors je ne sais pas comment c'est possible d'avoir eu 2 lectures 5 étoiles le même mois, mais ça m'a fait un bien fou. Il s'agit pour le premier 5 étoiles de La Bibliothèque des Ombres de Rachel Moore aux éditions des Axus. Et là, on est sur Est ou Esté Logano, je ne sais pas, on va l'appeler Est. Logano qui va dans l'académie Radcliffe, là où son père a passé ses études quand il était jeune. Elle a tout fait pour pouvoir être inscrite dans cette école avec une bourse parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'y inscrire. Mais elle voulait sincèrement y être inscrite pour pouvoir comprendre qui était son père et se rapprocher de lui puisqu'il est décédé. Et elle va y découvrir pas mal de secrets, comme le fait que l'université serait hantée, la plus hantée du pays, je crois, je ne sais plus. Mais donc elle fait partie des universités très hantées et elle va faire la rencontre d'une jeune fille qui, elle, pense vraiment, mais vraiment, c'est ancré en elle que l'université est hantée par plein de fantômes et elle veut absolument dénicher les fantômes et comprendre pourquoi ils hantent l'université. Sauf que Estée va se retrouver à faire des petites bêtises dès son premier jour à l'université. Elle se retrouve avec une clé qu'elle découvre quelque part, je vais pas vous dire, je vais pas trop vous spoiler. Et cette clé va ouvrir une pièce qui est gardée secrète et où aucun élève n'a le droit d'entrer. Et elle va
y entrer et se faire choper. Et de là va s'entraîner plein de petits problèmes qu'elle va devoir résoudre et comprendre les raisons du pourquoi du comment. Elle se fait pourchasser par des fantômes. Voilà, je ne sais pas comment résumer ce roman parce que le résumé qui est dans le dos de ce roman et sur tous les sites Livre Addict, Babelio, Amazon, Fnac, c'est un gros spoil. Alors par pitié, ne lisez pas le résumé. Prenez des mots-clés pour savoir ce livre. On est dans une, on va dire, Dark Academia, on va dire. Donc c'est de l'université qui se passe en automne avec des fantômes. On a une vibe très 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 cocooning automnale avec des bibliothèques très très anciennes. Elle est littéralement stagiaire en bibliothèque, donc on a des beaux moments dans une bibliothèque. Voilà, si vous voulez lire ce roman, c'est par ces mots-clés et non pas en ayant lu le résumé qui va vous spoiler toute l'histoire. Parce que moi j'ai fait l'erreur de lire le résumé. Ah oui, ce qui se passe dans le résumé, ça se passe dans l'histoire, très très loin dans l'histoire. Tout ce qu'on attend du livre se passe dans le résumé et on l'attend bêtement dans le livre en se disant bah, c'est quand que ça commence quoi, parce que c'est dans le résumé donc c'est censé commencer avant. Enfin bref, voilà, je suis énervée contre ce résumé très spoilant. Désolée pour... je m'enflamme, mais ça m'a agacée, mais à un point. Et là, je me demande, est-ce que pour faire la transition, je vous parle de ma deuxième lecture 5 étoiles ou je vous parle de ma lecture pour l'université? On va laisser un peu de suspense pour la lecture 5 étoiles. On va parler de la lecture pour l'université, qui a été un 4 étoiles. Lecture d'université 4 étoiles, moi je dis, c'est toujours bon. On est sur Thérèse Raquin de Émile Zola et on est sur l'histoire de Thérèse qui a été recueillie par la famille Raquin parce qu'elle a eu... Alors si je me souviens bien, parce que je mélange un peu le film et le livre, parce que j'ai dû regarder le film et le livre pour l'université, donc je mélange un peu les deux histoires. Mais si je me souviens bien, dans le livre, c'est parce que son père est parti en voyage et que potentiellement il va pas revenir la chercher avant très très longtemps. Et donc elle est recueillie par la famille Raquin et elle va dormir dans le lit de Camille qui est un jeune homme qui est très très malade. Enfin très très malade. Très très malade pour sa mère. Sa mère va le soigner. Dès qu'il va tout sauter, elle va lui donner des médicaments parce qu'elle a peur qu'il décède, elle a peur de le perdre. Donc elle va le bourrer de médicaments, elle va le bourrer de cachets. Il va sortir 10 minutes par jour et hop, elle va le remettre au lit pour pas qu'il prenne froid, on sait jamais. Et donc Thérèse va grandir dans cette enfance pleine de l'odeur de la maladie, pleine de cette routine médicale où elle va soigner carrément Camille parce qu'elle va devenir son petit ange gardien, sa petite infirmière personnelle. Et un jour, lorsqu'ils vont devenir un peu plus âgés, un peu plus adultes, Madame Raquin va se dire bah tiens, je vais marier Camille et Thérèse, comme ça, hop, ça reste dans la famille. Et je suis sûre qu'il sera toujours entre de bonnes mains, il pourra toujours être soigné parce que Thérèse sait soigner Camille. Elle a grandi pour soigner Camille. Et on est sur cette histoire où, enfin moi j'avais très mal pour elle parce que je me disais waouh, je crois qu'elle décrit à un moment que l'odeur de Camille c'est une odeur fade. Tellement il est malade, il sent en fait la personne qui est ensommeillée dans son lit, qui bouge pas du lit, et il garde l'odeur du lit en fait. Et vraiment j'avais l'odeur dans le nez et je me disais waouh, ça doit être insupportable de passer sa journée à faire des choses, à s'occuper de lui toute la journée et le soir de devoir se coucher dans le lit d'une personne qui est restée tout le temps dans le lit et qui est malade. Ça doit être insupportable. Et à moins de l'aimer éperdument, mais elle ne l'aime pas éperdument, elle l'aime comme un frère, quoi. Et un jour, Camille va décider que non, il doit reprendre sa vie en main, il doit arrêter d'écouter sa mère et il veut travailler. Et lorsqu'il va trouver un travail, il va faire la rencontre d'un ami et il va ramener cet ami à la maison le jeudi pour les soirées. Parce que les seuls moments où il y a un peu de vie, de sociabilité, on va dire, dans la vie de Thérèse Raquin, c'est quand tout le monde vient le jeudi pour jouer. Alors, si je me souviens bien, dans le livre, c'est au domino. Dans le film, c'est au cheval qui joue. Je crois. Oui, c'est au domino dans le livre. Et donc, c'est la soirée domino où tout le monde parle, tout le monde discute, tout le monde s'amuse, ils font des jeux de société, ils s'amusent. Et donc, à ces soirées-là, Thérèse va commencer petit à petit à tomber folle amoureuse de Laurent. Et là va s'en suivre une histoire d'amour érotique, désirable, très intense. Incroyable, une histoire d'amour très très forte. Et il va se passer des choses après ça que je ne vous dirai pas parce que il faut le lire pour savoir, pour découvrir et pour comprendre. C'est un livre parfait pour l'automne parce que malgré le fait que ça soit un classique littéraire, ça se lit très très bien. Et surtout, on a des scènes qui font flipper, vraiment qui font peur. Donc,
c'est parfait pour l'automne. Je vous le dis, c'est parfait pour l'automne. J'ai bien envie de faire une vidéo où je vous conseille des classiques parfaits pour l'automne. Je pense que ça pourrait se faire. Mais vraiment, c'est un classique qui se lit très très bien. Émile Zola, on sait tous qu'il est pépite pour parler des caractères des personnages, pour décrire une société bien ancrée. Le naturalisme de Émile Zola, après c'est écrit avant le naturalisme d'Émile Zola. Émile Zola n'était pas vraiment naturaliste quand il a écrit Thérèse Raquin. Mais on retrouve des choses sur le caractère des personnages vraiment très très intéressant. Je vous conseille fortement, vraiment je vous le conseille. Je lui ai mis 4 étoiles. 4 étoiles à un classique, c'est incroyable, sachant que je suis pas très... On va dire que je suis pas très classique. Après, mon livre préféré, ça reste Jane Austen, Orgueil et Préjugés, mais en soi, je suis pas une grosse lectrice de classiques. Mais Émile Zola, j'en suis tombée amoureuse. Et donc maintenant, je vais pas vous faire l'affront de vous faire attendre encore plus longtemps pour mon 5 étoiles. Sachant que c'est moi qui me hype toute seule à vouloir vous parler de mon 5 étoiles. Mon 5 étoiles, je ne l'ai pas emprunté à la médiathèque, mais je l'avais dans ma bibliothèque depuis... Je l'ai acheté à sa sortie. 2022. Je l'avais dans ma bibliothèque depuis 2022, soit 3 ans. Alors attendez, j'ai encore un truc dans l'œil. Ça fait 3 ans qu'il est dans ma bibliothèque et que j'ai très envie de le lire. D'ailleurs, petite rectification. Dans la vidéo précédente où je disais que j'allais le lire, j'ai dit Sana Smarts ou Swartz. Et en fait, c'est juste moi qui ne sais pas lire. Alors, excusez-moi, mais c'est indescriptible. Et en fait, c'est Dana Swartz. C'est Dana Swartz. Ouais, voilà. Et Anatomy Love Story. Et on est d'accord quand on dirait Anatomy Love Storm, à peu près, là, le N. Enfin, là, on voit pas très bien en vidéo, mais l'écriture, elle est un peu compliquée à comprendre. Du coup, voilà, mea culpa, j'ai fait une erreur en vous disant le titre. Donc, c'est bien Anatomy Love Story de Dana Schwartz. Et non pas Smart, Sana Smart, non, c'est Dana Schwartz. Et donc, on est sur une romance gothique où on suit l'histoire de Hazel. Ouh, j'ai failli oublier. En 1817, à Édimbourg, Hazel est une jeune fille de famille riche, noble, qui a perdu son frère d'une tragique maladie qui est la maladie de la fièvre romaine. Et donc sa mère est très protectrice pour son petit frère. En fait, elle le couvre un peu trop, un peu comme Madame Raquin avec Camille. Elle le couvre vraiment beaucoup, elle veut pas qu'il tombe malade. Le moindre petit frisson, la moindre petite fièvre, la rend complètement hystérique et elle a peur que son enfant, son seul héritier, son seul fils, décède de la même fièvre que son frère et du coup elle est surprotectrice et du coup elle en oublie sa fille Hazel. Elle la délaisse un peu. Ce qui arrange Hazel parce que Hazel elle veut devenir médecin, elle veut devenir chirurgienne et en 1817 comment vous dire que c'était un peu infaisable, c'était impossible. Et donc elle va s'inscrire à une école comment dire ça, à une école de chirurgie où le professeur va lui donner des cours tout en étant habillée en homme parce qu'elle y va pas en étant femme, elle cache son identité, elle y va en tant qu'homme et on va suivre toute son histoire. Ah mais j'ai des trucs dans les yeux, c'est fou ça, je ne sais pas pourquoi. Et donc on va suivre ses petites péripéties pour devenir chirurgienne et sa petite histoire d'amour. Parce que pour savoir, on est sur Hazel qui, étant donné qu'elle est d'une famille noble, elle est déjà fiancée à quelqu'un depuis sa naissance. Oui, oui. Une personne un peu problématique qui ne comprend pas ce que c'est le consentement d'ailleurs. Un noble quoi, de cette époque. Sauf qu'elle, elle va tomber amoureuse de l'homme qui lui ramène des cadavres. C'est pas touchant. Si je vous dis qu'elle tombe amoureuse de l'homme qui lui ramène des cadavres, vous allez me dire mais qu'est-ce que t'as lu? Eh bien oui, puisque Hazel, étant une femme, elle doit se cacher pour étudier et qu'elle ne peut pas étudier au grand jour, elle va se cacher dans une tour de son grand château, de sa grande maison, pour disséquer des cadavres. Mais les cadavres, ça se trouve pas si facilement et elle va demander à un résurrectionniste, donc Jack, on n'est pas dans Bones, c'est Jack, de lui trouver des corps et elle le paye. Et au fur et à mesure des soirées à trouver des corps, à creuser des tombes, il tombe amoureux. Et la romance la plus mignonne du monde, la romance la plus bouleversante du monde, la romance la mieux faite du monde. Parce qu'on est sur une romance qui n'a pas l'air d'une romance. On est vraiment sur l'histoire de la médecine au 19e siècle,
sur l'histoire de Hazel qui veut devenir chirurgienne et cette petite histoire de romance. La romance ne prend vraiment pas tout le pas sur l'histoire. On est vraiment focalisé sur le fait qu'elle veut devenir chirurgienne. Enfin, chirurgien à l'époque, puisque chirurgienne n'existait pas comme terme. Et vraiment, j'ai trouvé ça tellement bien d'avoir une romance qui ne se focalise pas sur la romance, mais sur le destin du personnage. Et ça. Et la fin. Il me faut le tome 2 tout de suite. Alors oui, c'est en 2 tomes, mais j'ai lu des avis et il y a des personnes qui se qui sont satisfaits de juste lire le tome 1 et d'imaginer potentiellement la suite qu'il pourrait y avoir sans lire le tome 2. Moi, j'ai bien envie de lire le tome 2 parce que les fins ouvertes, c'est pas mon truc. Donc voilà, il est trop beau. Je vous conseille fortement de le lire. Donc, après vous avoir parlé de cette beauté, cette merveille, ce coup de cœur qui était dans ma palle depuis 3 ans, lisez les livres qui sont dans votre palle. C'est juste mon conseil. C'est un conseil que sûrement vous connaissez, hein. C'est un truc logique, qui en soi est logique, vraiment. Mais je vous conseille de lire vos... Je viens de voir que ma caméra a bougé là-bas. Je vous conseille de lire les livres de votre palle, même si ça fait très très longtemps qu'ils y sont, parce que parfois, on les a achetés avec l'envie de les lire, et cette envie, même si elle est un peu passée, c'est que potentiellement, on s'était dit que ce livre allait être un plaisir à lire, et il faut écouter la petite voix qu'il y a eu quand on a acheté cet achat compulsif de livres. Je sais pas si c'est clair ce que je voulais dire, mais il y a eu une période où on a envie de le lire, et que potentiellement, même si l'envie a un peu disparu, le coup de cœur peut toujours être aussi présent lorsqu'on va le lire. Et là, c'est ce qui s'est passé avec ce livre. Ça fait des années, 3 ans, que je passe devant en me disant ouais, je le lirai, je le lirai. À un moment donné, je l'ai sorti de ma palle sur un coup de tête et waouh, je ne l'ai pas lâché. J'étais émotive, j'étais émotive sur ce roman. Il faut pas mal parler de ce roman parce que vraiment, déjà que je vous l'ai présenté en disant un faux nom d'auteur et en faisant une faute dans le titre parce que je comprenais pas l'écriture. Je commençais mal ma lecture avec lui et au final, ce fut un coup de cœur. Donc voilà, après avoir fait une propagande sur mon coup de cœur, le soleil. Voilà, bien, le soleil est fort. Je sais pas si ça vous dérange, enfin bref, c'est la fin de cette vidéo de toute façon. Donc voilà, j'espère que je vous aurai fait découvrir des livres. N'hésitez surtout pas à lire mes petits 5 étoiles, à lire mes petits coups de cœur parce que c'est vraiment des livres pépites que je vous recommande. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et j'ai oublié à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner.